Il y a des nouveautés dans cette compétition-là, il y a des choses qu'on a envie de voir en tout cas. Alors, peut-être pas au niveau sportif, peut-être que justement, les confrontations, la finale, les demi-finales, les affiches, tout ça, c'est peut-être pas ce qui nous excite le plus, mais peut-être les à côté. Ouais. Maxime, dis-nous toi, pourquoi malgré tout ce que tu attends de cette Coupe du Monde des clubs? Il y a deux choses qui me font plaisir, ou au moins qui m'intriguent. En fait, ma Coupe du Monde. On sent que c'est dur, que ça vient il a fallu chercher. Le public qui est dans la salle n'était pas né en 1994. Non. Je me trompe pas. Non. Or, moi, c'est ma Coupe du Monde préférée. Voilà, la Coupe du Monde des États-Unis, c'était fantastique, les couleurs, sauf le final. Les journées, c'était en journée, etc. Ouais. Mais vraiment, c'est une Coupe du Monde qui m'a marqué. Il n'y a pas l'équipe de France, mais elle est d'une excellente qualité. Il y a des matchs qui ressortent, qui sont formidables. Et moi, ça me fait plaisir de revoir typiquement dimanche soir le PSG qui va jouer au Rose Bowl, qui est un stade magnifique. Si vous avez la chance d'aller à Pasadena, allez voir ce stade. C'est un stade à l'ancienne qui a un cachet incroyable. Alors, il va faire 50 000 degrés, je ne voudrais pas être dans les tribunes parce que c'est pas couvert. Alors là, les stades modernes, c'est à peu près l'inverse de ce qu'on peut faire. Mais c'est chouette de voir ces stades-là. Je crois qu'Hugo Lloris va jouer avec Los Angeles à Atlanta, le Mercedes Arena, qui est un stade aussi exceptionnel. Voilà, c'est aussi ces infrastructures-là. C'est les États-Unis que tu veux voir. Ouais, voilà. C'est ton album de vacances. Tu vas avoir l'impression de feuilleter ton album de vacances. Et c'est pas bête parce que d'avoir mis ça. Alors il y a des stades plus petits, Nashville, etc. Mais c'est finalement. Alors, si tant est qu'il soit rempli, c'est pas bête parce que ça donne. S'il veut relever la compétition, vous mettez des images comme ça. Il faut qu'il y ait des images iconiques. Et moi, je vais presque autant regarder pour ce qu'il y a autour du terrain que ce qu'il y a sur le terrain. Voilà. Là, moi, c'est mon premier argument. Je reconnais que c'est pas d'une solidité absolue, mais en même temps, je fais ce que je peux de génie. Moi aussi, j'ai deux choses qui m'intéressent quand même. Si je dois en sortir une au-dessus des autres, c'est quand même de voir Ryan Cherki avec le maillot de Manchester City. Le mercato a à peine démarré, on a déjà le transfert de l'été pour moi, parce que ça va être fantastique de voir Cherki. Mais je sais que t'es pas. Non, j'ai pas dit ça, mais il autocite ses titres. Donc quand ils sont bons. C'était celui-là. Alors. Mais voilà, voir Cherki sous les ordres de Pep Guardiola, quand même, ça donne envie de voir. D'autant qu'il y a de la place qui a été faite. Kevin De Bruyne n'est plus là. Bernardo Silva, il traîne un peu sa misère. Phil Foden, il sort d'une saison compliqué, voire catastrophique. Et on a envie de voir Cherki sur la lancée. En plus, c'est vraiment sur la lancée de sa saison, sur la lancée de ses deux premières sélections avec l'équipe de France. On va voir Cherki déjà dans un autre environnement, puisque toute sa carrière, il l'a fait à Lyon, sous la direction du meilleur manager du 21e siècle au moins, et dans une équipe qui quand même correspond globalement à ses qualités. C'est-à-dire que Cherki, il a un gros problème, c'est quand son équipe n'a plus le ballon, il sert à beaucoup moins de choses et il peut devenir un boulet pour son équipe. Il se trouve que City, normalement, est une équipe qui a très souvent le ballon. Donc on a envie de le voir dans cet environnement-là. Et puis on va voir tout de suite s'il peut prétendre à une place de titulaire. Ce serait quand même fou. Il a quand même démarré la saison dans la cave à Lyon où c'était. Il ne jouait plus. Et il pourrait terminer dans le 11 de Pep Guardiola à Manchester City. L'histoire, elle serait incroyable. Donc moi, c'est vraiment mon intérêt principal. Je vais regarder les matchs de Manchester City pour voir Cherki. Tu peux imaginer que c'est du poste pour poste avec De Bruyne. On peut l'imaginer. Imaginez si on vous avait dit ça il y a un an. Ah oui, non, c'est assez surréaliste. Mais ça dit quelque chose aussi de sa progression quand même. Ouais, et ça m'intrigue d'autant plus que finalement, si tu regardes tous les offensifs qui sont arrivés pour une certaine somme à Manchester City, Foden, Grealish, Mahrez, De Bruyne, Bernardo Silva, Doku, tous à un moment ont donné quelque chose. En fait, le plus dur à Manchester City, c'est de durer. C'est-à-dire que vous avez des saisons, il y a eu la saison Grealish, il y a eu la saison Foden. De Bruyne. Il n'y a que De Bruyne. Il y a que De Bruyne. Et en fait, il est très fort, Guardiola, parce que c'est un truc qui est très vrai pour le coup. L'année dernière, ça a moins bien marché, c'est de savoir gérer ses effectifs et de sortir la cartouche offensive au bon moment. Et ce qui se dit quand je cite ces noms-là, c'est qu'en fait, il ne se trompe que très 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 rarement avec ses joueurs offensifs. Et je rajoute Bernardo Silva. Si ce n'est que Grealish, on ne peut pas dire que ce soit une réussite non plus. Ça fait une Ligue des Champions. Tu vois. Mais... Oui, mais tous les joueurs, à part De Bruyne, ont une séquence de réussite. Une séquence et des fois ils disparaissent. Et c'est marrant parce que, encore une fois, à part De Bruyne, et justement, maintenant ce qui m'intrigue, c'est que s'il a choisi Cherki, c'est qu'il ne l'a pas fait par hasard, c'est que c'est pas au bout de 3 matchs il s'est dit on va le prendre. Donc ça veut dire qu'il croit vraiment en lui, et pareil que toi, je suis très très intrigué de me dire jusqu'à où un Cherki très fort peut aller dans cette équipe qui a pour habitude de valoriser justement ses joueurs offensifs. Donc ça, pareil que moi, ça m'intrigue. Le plus dur en fait à City, c'est vraiment de durer, parce qu'il y a des hauts et des bas. Le deuxième point qui m'intéresse, et toi tu développeras ensuite, c'est l'arbitrage. C'est quand même un certain nombre de... En fait, c'est un laboratoire. La Coupe du Monde des clubs,
ça va être un laboratoire aussi parce qu'on peut se le permettre sur une compétition comme ça qui est moins ancrée, moins historique, donc on peut se permettre des innovations. Il y a 2 innovations qui m'intéressent au niveau de l'arbitrage. C'est déjà la caméra sur les arbitres. Je pense que ça peut apporter quelque chose. Ce qui est vraiment dommage, et ça je le regrette, c'est qu'on n'entendra pas les dialogues, notamment au moment des décisions du VAR ou des discussions. Peut-être que ça sera mis en place plus tard par le diffuseur, mais aujourd'hui ça ne servira qu'à un nouveau point de vue. Mais c'est généralement des angles de caméra que j'aime bien parce que tu es vraiment au cœur du jeu. Donc ça, c'est une première chose qui est anecdotique, c'est presque, c'est presque anecdotique. Ensuite, c'est les hors-jeux semi-automatiques. Est-ce que ça résoudra le problème des hors-jeux qui reste pour moi quand même un truc qui... Enfin voilà, ça reste quand même une frustration. Des hors-jeux d'une épaule, d'un doigt de pied, qui sont pas parfois dans l'esprit du jeu. Là, il y a l'IA qui va venir au secours des arbitres pour déterminer des hors-jeux semi-automatiques. Alors je vous explique ce que c'est. Il y aura plusieurs caméras, il y aura un capteur à l'intérieur du ballon. Ouais. Et le système suivra le ballon et les joueurs. Et grâce à l'intelligence artificielle, il y aura des hors-jeux qui seront détectés automatiquement, enfin semi-automatiquement. Voilà. Qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que ça peut résoudre ces frustrations parfois qu'on a par rapport au hors-jeu? On verra. Et ce qu'il y a aussi, c'est que les arbitres lèveront leur drapeau beaucoup plus rapidement. Avant, vous savez, ils laissaient jouer pendant des heures, il pouvait se passer un but, une blessure, un machin. Là, si le hors-jeu est assez flagrant, les arbitres auront la consigne de lever les drapeaux, ce qui mettra fin à un certain nombre quand même de situations qui n'avaient pas lieu d'être. Donc, mais qui n'avaient pas lieu d'être. Alors, ce qui m'intrigue dans le semi-automatique, c'est le semi. Oui, Alors, soit c'est automatique et tu règles le problème complet. En fait, il y aura un système sonore. Ouais. Les arbitres seront avertis par un système sonore. Et donc, ils lèvent le drapeau. Mais après, c'est eux qui restent maîtres de leur décision, si tu veux. Oui, mais si tu as le système sonore. Oui, normalement, oui. Mais non, mais alors, en fait, je suis pas trop pour la technologie dans le football, hormis pour un cas et peut-être un deuxième. Le premier, c'est la goal line technologie. Oui, mais c'est simple, c'est binaire. Le ballon est rentré, le ballon est pas rentré. C'est pareil. Exactement. Même maintenant, si ça peut être... Oui, mais à la rigueur, si tout le monde est à la même enseigne et que ça marche comme ça, en fait, le vrai problème... Il y a 2 problèmes avec le hors-jeu. C'est c'est pas aujourd'hui. Le hors-jeu est une règle inarbitrable. C'est-à-dire, vous êtes arbitre de touche, mettez-vous sur le bord d'un terrain. Vous ne pouvez pas regarder le joueur qui lâche le ballon et le défenseur. C'est impossible, c'est physiologique. Donc ça, s'il y a un truc technologique qui règle ça, c'est très bien, mais ça ne réglera ça que dans les divisions évidemment supérieures. Maintenant, il faut que ça fonctionne. Et l'autre problème, c'est quand on vous montre les révélateurs. Oui, mais les lignes, elles sont tracées parfois. Non, mais c'est pas ça. C'est même pas ça. C'est que, encore une fois, l'image, c'est plusieurs photos. C'est-à-dire que le moment où on vous montre que le joueur lâche le ballon, c'est peut-être pas le dernier moment au millimètre où le ballon était en contact du pied. Donc ce qu'il faut espérer avec ce système-là, s'il marche, c'est que le capteur sera vraiment au millimètre au moment où le ballon n'est plus en contact avec le pied et qu'évidemment les capteurs marchent. Après, le semi, ça me laisse un peu... Mais bon, voyons voir. Et après, voyons voir, mais ça ne réglera pas le problème en Ligue 2, parce qu'en Ligue 2, ils n'auront jamais ce système-là. Mais bon, bref, c'est autre chose. Ouais. Non, moi, il y a vraiment une règle pour laquelle je suis très, très, très favorable, si elle est bien mise en place, c'est la règle des 8 secondes. Il faut savoir si vous... Qui n'existe pas d'ailleurs. C'est une règle qui n'existe pas. Normalement, c'est 6 secondes. Normalement, quand un gardien récupère le ballon à la main, il a 6 secondes pour relancer. Regardez n'importe quel match, ça n'existe pas, parce que le gardien il se met par terre, le temps qu'il se relève, il relance, il feinte, c'est relance, ça met des plombes. Même si le jeu aujourd'hui s'est accéléré parce que ça passe plus par les pieds des gardiens, évidemment par les pieds, le ballon reste en jeu. Si c'est vraiment bien fait, on peut avoir un jeu qui va plus vite, encore plus vite. Prenez dans les rares règles qu'ont changé le jeu, la règle de la passe en retrait en 1992, qui elle a été vraiment une plus-value. Il faut savoir qu'avant une passe en retrait, un gardien pouvait la prendre à la main, garder le ballon et relancer. Maintenant, c'est plus possible. Donc là, si vous ajoutez en plus le besoin de relancer vite, je pense que c'est très bien. Et pour le coup, il faudra voir, parce qu'en fait, c'est quand même un arbitre qui va compter. Alors, celui que l'arbitre ne regarde pas, l'arbitre ne compte pas bien, ça peut durer le plomb, mais j'aime bien l'idée. Et il y a une autre règle. Je crois qu'il doit compter sur ses mains, non? Oui, je crois qu'à 5, il doit compter sur ses mains. Mais il fait genre comme ça, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Dernier truc, et je ne comprends pas que cette règle-là n'ait pas été pérennisée, qui avait très bien marché pendant l'Euro 2021. L'interdiction pour les joueurs d'aller s'agglutiner autour de l'arbitre. Je veux dire, pendant l'Euro, je ne sais plus combien il y a eu très peu, pas 2021, 2024, d'expulsions. Ça marche très bien, je ne comprends pas que cette règle ne soit pas... C'est le truc le plus simple du monde. Les joueurs n'ont pas le droit, hormis le capitaine, d'aller s'agglutiner. Ce serait bien que ça marche comme ça, c'est pas le cas. Mais en tout cas, moi, ça fait partie des trucs que j'ai envie de voir, que j'ai envie de revoir, mais
au moins pour l'arbitrage, pour une fois, c'est pas une absurdité de faire ça. D'habitude, c'est l'engagement joué à un joueur, ça sert strictement à rien. Mais au moins ça a une utilité.